Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le débat de questions d'actu. Plus de 2 millions de logements distribués depuis 2020. C'est une moyenne de production et de distribution de 400 000 logements par an. En 5 ans, la Covid, la crise énergétique mondiale, les guerres et les voies maritimes bloquées, comme on peut le voir en ce moment, sont passés par là. Et alors que de nombreux pays ont réorienté les financements destinés au déficit de logements, aggravant dans certains cas la précarité au logement, l'Algérie maintient le cap et transforme l'essai en faisant de l'habitat tout simplement un secteur porteur de l'économie nationale et un projet de cohésion et d'équité sociale. Comment cela a été rendu possible? Quels sont les choix et les directions qui ont été adoptées pour répondre à la demande de logement exponentielle chez nous? On en parlera en deuxième partie de l'émission. Avant cela, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce matin à l'Académie militaire de Cherchell la cérémonie annuelle de sortie de promotion à Tipaza. La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement et de cadres et officiers supérieurs de l'armée nationale populaire. On va en parler tout de suite, d'abord avec nos consultants. Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Sami Kaidi, bonsoir à vous également. Bonsoir, Samia Bacha. Et bonsoir, Azine Sharfaoui. Bonsoir, Samia. Merci d'être avec nous, messieurs. Je vais commencer avec vous, Azine Sharfaoui. La portée, peut-être sur la portée symbolique de ces dernières sorties de promotion. Nous sommes bien dans la continuité de l'héritage de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, peut-être avec des défis différents aujourd'hui. Oui, alors la promotion 2025-2026, je crois qu'elle a été baptisée au nom du défunt président Yamin Zaloual. Le choix est judicieux, tout le monde conviendra qu'il était important de rendre hommage à la mémoire de d'abord du militaire qu'il était, compétent, courageux, du président Moudjahed aussi, et aussi président de la République, à un moment où le pays traversait une période extrêmement difficile. Je fais référence à la décennie noire. Il a accepté de prendre les rênes du pouvoir à un moment où beaucoup de gens le refusaient, fuyaient le pays. Et aujourd'hui, il faut rendre à César ce qui appartient à César et reconnaître qu'il a beaucoup contribué à stabiliser ce pays. Sans lui, sans la génération qui était là, je pense que nous ne serions pas là à discuter. Et donc, c'était important de baptiser, de lui rendre hommage en baptisant une promotion de l'Académie militaire de Cherchell. Donc, comme j'ai un tropisme africain, je dirais que l'Académie militaire de Cherchell est un pôle d'excellence qui brille non seulement sur le pays, mais qui brille aussi sur le continent, parce que c'est une académie qui forme des officiers algériens de très bon niveau. Je dis pas de très bon niveau juste pour faire joli, mais l'armée algérienne, selon plusieurs instituts spécialisés, est la deuxième plus grande armée d'Afrique. Donc si elle est la deuxième plus grande armée d'Afrique, ça veut dire que les officiers qu'on forme sont d'un bon niveau, ça veut dire que l'offre de formation est bonne. Et donc, elle forme non seulement des officiers algériens qui ont un excellent niveau, elle forme aussi beaucoup d'élèves officiers africains qui viennent de dizaines de pays africains. Je citerai à titre d'exemple le Niger, la Mauritanie, le Mali, le Burkina, et ça va même beaucoup plus loin. Et donc, depuis l'inauguration, depuis l'ouverture de l'Académie militaire de Cherchell en 1963, ce sont, sans exagérer, ce sont des milliers d'officiers africains, arabes et même au-delà qui ont été formés dans cet établissement de grande qualité. Donc ça renforce effectivement ce sentiment de continuité, Et puis finalement la libération. Oui, il était important d'ouvrir une académie de la stature de Cherchell en 1963 parce que nous sommes dans un pays où tout le monde reconnaît que l'armée joue un rôle important Alors nous avons une armée qui a plusieurs fonctions, plusieurs objectifs. D'abord des missions de défense, de sécurité. On a un pays immense, presque 3 millions de kilomètres carrés.
mais c'est une armée, on s'en souvient, qui a beaucoup contribué à construire le pays aussi, hein, participer à construire des routes, etc. Et donc, pour faire tout cela, il faut quand même des gens extrêmement bien formés. Donc, après Yachar Shell, on peut aussi citer d'autres établissements militaires qui font aussi qui rayonnent aussi, qui ont aussi une offre de formation aussi excellente. Sami Gaidi. Oui, à l'instar de l'école militaire polytechnique, l'ex-ENITA, qui est un pôle d'excellence notamment sur le plan régional. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que Zine Chafawi vient de dire. Effectivement, il n'y a pas un Algérien qui n'a pas un membre de sa famille qui est membre de l'armée nationale populaire. Donc c'est une armée qui est nationale et populaire. On le voit très bien notamment lors des catastrophes naturelles où l'ANP est la première sur le terrain lors de séismes, d'intempéries, etc. Et je pense que les sorties de promotion qui sont un rituel annuel ne se limitent pas qu'à ce rituel dans la mesure où effectivement l'ANP monte en gamme et c'est un peu le fruit aussi de l'orientation du haut commandement de l'armée nationale populaire qui a fait de l'excellence et notamment sur le plan de la formation une priorité absolue. On voit bien une montée en gamme même dans des domaines assez précis, avec une valeur ajoutée particulière ou pointue, à l'instar par exemple, de l'intelligence artificielle, de la cyberdéfense, de la défense aussi électronique, etc. Tous ces domaines de pointe qui font qu'on a une armée qui monte en gamme, qui est aujourd'hui la deuxième armée la plus puissante en Afrique et cette montée en gamme des officiers élèves accompagne aussi la montée en gamme du matériel avec de l'équipement, avec des achats de plus en plus importants et qui font que l'ANP se démarque notamment sur le plan international avec des avions de 5e génération. Ça c'est un point qu'il faut saluer et citer. Et il y a aussi le rayonnement qui n'est pas qu'africain, je dirais, qui est international, car l'ANP accompagne aussi ce mouvement de soutien des causes justes en formant des élèves officiers sahraouis, palestiniens, et c'est ce qui marque aussi cette particularité et ce rayonnement international qui n'est pas que continental. C'est vrai. Monsieur Kaoubi, on a parlé de la professionnalisation, hein, c'est un chantier d'ailleurs qui a commencé il y a un paquet d'années maintenant, de l'armée nationale populaire, mais qui tombe à pic finalement, comme si il y avait une dimension prospective par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le contexte international, mouvementé, menaçant même. Et donc nous avons une armée aujourd'hui prête à tous les niveaux pour défendre le pays. Tout à fait. Donc professionnaliser, c'est surtout aller vers de l'excellence et investir énormément sur le capital humain. Tout le monde sait que l'environnement d'aujourd'hui est en perpétuel mouvement, perpétuel changement, avec des évolutions extraordinaires, aussi bien sur le plan technologique que par rapport des rapports de force qui existent sur le plan géopolitique et géostratégique. Donc, un système de veille à un niveau très élevé, un investissement sur le capital humain avec de l'excellence qui est recherchée, ça ne peut que consolider un État fort, et un État fort qui ne peut pas être conçu sans une armée forte. Et l'Algérie justifie à plus d'un titre donc ce choix d'une armée populaire, mais avec une très forte intensité de professionnalisme et d'excellence. Oui, d'autant plus que quand on aborde ces menaces internationales, régionales, cette reconfiguration de la scène internationale, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une région extrêmement sensible avec les derniers développements, que cela soit au Mali, que cela soit également en Libye, mais notamment il ne faut pas oublier qu'on a une frontière avec le premier producteur mondial de cannabis, et un pays qui a fait du cannabis le pilier de sa politique économique. Donc c'est toutes ces menaces
qui sont simultanément traités par notre armée, et sans oublier aussi le fléau du terrorisme, selon un dernier bilan de l'ANP qui relate en fait le dernier semestre, donc les 6 derniers mois, l'armée nationale populaire a mis hors d'état de nuire 23 terroristes et 147 soutiens du terrorisme. Donc c'est une action protéiforme et on voit bien que l'armée nationale populaire s'adapte aussi à la reconfiguration géopolitique internationale et régionale. Justement, Zine Cherfaoui, cette armée qui s'adapte à de nouveaux défis, des défis d'ailleurs plus complexes qu'il y a 10-20 ans. Est-ce que vous pensez que nous avons tous les atouts aujourd'hui du côté de cette armée nationale populaire, jeune, plus formée, mieux équipée aussi, pour y faire face? Oui, moi je pense qu'il y a une prise de conscience concernant l'évolution de la menace dans le monde. Après, oui, alors on a les instituts qu'il faut, on a les moyens qu'il faut, on a les ressources humaines qu'il faut pour faire face à ces menaces. Bon, il y a des menaces auxquelles vous pouvez faire face seul, il y a des menaces aussi transnationales qui requièrent une coopération internationale. Donc après, moi je pense que l'Algérie déjà a une expertise reconnue dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, une expertise qu'elle partage avec beaucoup de pays de la région. On peut commencer par exemple avec le Niger, il y a beaucoup d'autres pays. La Tunisie, le ministre des Tunisiens des Affaires étrangères était là hier, donc ils ont évoqué justement un renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité et de la lutte antiterroriste. Il y a l'Espagne, il y a la France, il y a l'Italie, il y a beaucoup d'autres pays avec lesquels nous travaillons. Les États-Unis aussi. Oui, alors bon, c'est vrai que maintenant le 21e siècle est caractérisé par les guerres de 4e voire 5e génération, mais on le constate, il y a une multiplication de conférences, de débats, etc., justement pour permettre à l'outil de sécurité et de défense nationale de s'adapter donc à ces nouvelles menaces. Et après, les gens parlent beaucoup d'intelligence artificielle, Samy tout à l'heure en parlait aussi de chasseurs de 5e génération. Bon, c'est un outil, de toute manière, un outil de sécurité, c'est un outil qui est appelé régulièrement à évoluer, à s'adapter en fonction donc de l'évolution de la menace. Malheureusement, la menace, depuis que le monde est monde, la menace évolue tout le temps. Il faut s'adapter avec elle. Et il faut remercier le ciel que l'Algérie est un pays qui a les moyens justement d'être à la page, etc. Donc c'est ça le plus important. On a les moyens matériels, humains, pour justement trouver des réponses adéquates aux différentes menaces auxquelles nous faisons face. Sans oublier le fait que, M. Kaoubi, cette armée nationale populaire, elle ne fait pas que s'équiper, elle ne fait pas qu'acheter du matériel, elle contribue à l'industrie nationale. Oui, donc cet effort est partagé par cette ambition d'avoir une souveraineté totale de l'Algérie dans les différents segments. Donc une armée qui investit, qui s'industrialise, qui investit sur le capital humain, sur la maîtrise de la technologie. Donc la vulnérabilité d'un pays est aussi mesurée par rapport à son degré de dépendance en matière de fourniture d'armement. Donc on peut avoir les moyens, certes, mais si on n'a pas une maîtrise, une valeur ajoutée qui est créée, et les exemples sont multiples partout au monde, où des armées ont pu améliorer leur positionnement par rapport à cette maîtrise technologique, par rapport à un investissement. La dernière foire, d'ailleurs, l'a démontré d'une manière très claire, où il a été étalé plusieurs... Dans le pavillon de l'armée nationale. Aussi bien dans l'armement, mais aussi les différents dans d'autres équipements métiers. qui sont fabriqués Tout à fait. par l'ANP. Ce n'est pas uniquement l'armement, mais c'est une relation avec les autres industries, ce qui dénote qu'il y a une synergie, qu'il y a une volonté d'intégrer le rôle de l'armée nationale, non pas uniquement dans les activités classiques propres à la défense, mais aussi dans une défense qui prend d'autres manifestations, la cybercriminalité par exemple, et tout à fait. Et en parlant du capital humain, on voit toute la chaîne en matière de formation. Ça part des cadets de la Révolution
par la construction de pôles d'excellence dans les différents niveaux de la formation qui vont du moyen au secondaire, mais aussi au cycle universitaire. Ça démontre qu'il y a une stratégie qui est basée sur les différents segments, dont le capital humain. En fait, juste une seconde pour dire que, comme on fait pour d'autres secteurs, dans le domaine de la défense, l'idée est d'atteindre au moins un certain niveau d'autonomie stratégique. Tout à fait. Ne pas dépendre de certains pays en termes de technologie, etc. Donc aujourd'hui, le défi est à ce niveau. Des transferts technologiques aussi. Donc le maître mot, c'est l'autonomie stratégique. Très bien, on va passer donc à la deuxième thématique de cette soirée. Je vous le disais d'ailleurs en début d'émission, plus de 2 millions de logements distribués depuis 2020. L'Algérie produit en moyenne et distribue 400 000 logements par an, c'est pas rien. Cette semaine, le président de la République a inauguré un nouveau pôle urbain de 10 507 logements à Rahmania, dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah. On revient sur l'ensemble de ces réalisations dans le domaine de l'habitat et les chantiers à venir dans ce papier qui est signé Raouf Hamouchi. On revient. C'est un secteur stratégique majeur qui matérialise l'ambition de la nouvelle Algérie. Plus qu'un simple toit, le logement est devenu le symbole d'une économie souveraine et d'un modèle social unique au monde. Le 5 juillet dernier, à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, le président de la République Abdelmajid Tebboune est venu acter sur le terrain les contours de cette métamorphose. Du nouveau siège du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du territoire, Adel Ibrahim, jusqu'au grand pôle urbain de Rahmania, baptisé du nom du Moudjahid Ahmed Taleb Ibrahimi, l'urbanisme algérien change de dimension. Cette politique d'aide au logement érige aujourd'hui l'Algérie comme l'un des rares pays au monde, si ce n'est le seul, à distribuer gratuitement et directement autant de logements à ses citoyens. Sur place, le président de la République a tenu à rappeler la finalité profonde de cet effort national. يعجز الإنسان باش يعلق على أمور اللي كلها إيجابيات من كل النواحي، من الناحية الاقتصادية، الناحية الاجتماعية، الناحية السياسية، الناحية تهيئة الإقليم، تهيئة الوطن بصفة عامة. الشيء اللي يثلج الصدر كذلك هو أن لما نسمع مواطنين يصرحوا رؤوسهم مرفوعة أن ما فيش دولة أخرى في العالم اللي تقوم بالشيء اللي تقوم به الجزائر. هذه حب من حب وكره من كرهه، اللي يحب ينتقد الله يسهل عليه، ولكن الشيء اللي وصلته الجزائر في بناء مجتمع، لأن الساكن عنده قسط وافر في بناء مجتمع بالمميزات اللي راها في المجتمع تاعنا اليوم. Pour comprendre l'ampleur de ces réussites, il faut regarder au-delà des façades neuves. Sous l'impulsion du président de la République, le secteur de l'habitat a opéré une véritable révolution industrielle en imposant le choix stratégique du zéro importation dans le bâtiment. Ciment, acier, briques, menuiserie, chaque mètre carré sorti de terre est le fruit de l'outil de production nationale. Une politique de rupture qui préserve nos devises et transforme les grands chantiers publics en un puissant moteur de croissance porté par des compétences exclusivement locales. Un dévouement des bâtisseurs de l'ombre que le président de la République a tenu à saluer avec force. بالطبع يعني شيء ما جاش صدفة هكا ولا سودان، في مجهودات يبذلوا فيها رجال إلى يومنا هذا. ولذا سي طارق أنا نكلفك باش باسمي يعني كل من ينتمي إلى هذا القطاع نقدم له التحيات الخالصة ونشجعهم باش يواصلوا هذه ما بين الانتصارات الكبرى تاع الجزائر. Cette dynamique se traduit concrètement sur le terrain par un rythme de livraison inégalé. Rien que pour ce 5 juillet dernier, ce sont exactement 179 168 logements, toutes formules confondues, qui ont été distribués à travers le territoire national. Une distribution massive conçue pour toucher toutes les franges de la société. Plus de 42 000 logements sociaux, près de 12 000 unités en formule location-vente ADL et plus de 76 000 aides directes au logement rural. Sous l'impulsion du président de la République, le cap du 1,5 million de logements livrés est désormais franchi.
confirmant le caractère social inébranlable de l'État. Une œuvre de titan qui s'inscrit dans la continuité des engagements présidentiels. Le 5 juillet 2023, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait posé la première pierre de ce projet qui comprend 10 507 logements de la formule location-vente ADL répartis sur une superficie de 119 hectares. En un temps record, cette cité intégrée a vu le jour. Elle s'ajoute à la nouvelle ville de Sidi Abdellah qui s'est développée en seulement 6 ou 7 ans et approche désormais le million d'habitants, bénéficiant d'une autonomie totale en termes d'eau, d'électricité, de routes et d'éducation. Car au-delà du béton et des statistiques, c'est la vie des familles algériennes qui se transforme. L'époque des cités dortoirs isolées est définitivement révolue. Le mot d'ordre est désormais l'intégration. À Rahmania, comme partout ailleurs, les écoles, les structures de santé et les commerces sont livrés en même temps que les clés. الحمد لله كثر خير الله في يوم الاستقلال أنا دينا المساكن تاعنا كثر خير الله كثر خير الدولة الجزائرية على رأسهم رئيس الجمهورية أنا فرحانين سيد هايل فيه كل المرافق كما نقولوا مشروع سكني ناجح جدا يعني فيه جميع المرافق هذو هما الاساس يعني الاولاد وين يلعبوا البنات وين يقراوا ولا الاولاد وين يقراوا كاين حوانت وتشري كاين كل حاجه راهي مخصصه هنايا هذه الحاجه المليحه وتجعل هذا الموقع يعني موقع مليح بزاف جزائر جديده يعني جزائر جديده بالفعل. Garantir un cadre de vie décent et complet, la concrétisation de cet engagement réaffirme le lien de confiance unique entre l'État et le citoyen, placé au centre de toutes les priorités publiques. En inaugurant ces infrastructures d'envergure, l'Algérie dessine ses villes de demain. Entre rigueur économique, justice sociale et modernité industrielle, le secteur de l'habitat s'impose désormais comme le socle solide d'une nation souveraine, maîtresse de son destin et résolument tournée vers l'avenir. Voilà donc pour ce papier signé à la Ouf, Hamouch. Zine Charfaoui, si l'on devait mesurer le chemin parcouru dans ce secteur, nous pourrions commencer par dire que nous sommes passés d'une politique début des années 2000 de l'éradication, ou en tout cas centrée essentiellement sur l'éradication ou l'enrayement des bidonvilles, à un accès ou un droit à un accès durable au logement avec une qualité de vie, des espaces urbains intégrés, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. C'est un changement de paradigme dans ce secteur de l'habitat. Oui, oui, bien sûr. L'effort fourni par l'État pour justement permettre au secteur de l'habitat de relever la tête entre 2020 et 2025 est un effort qui est colossal. Ouais. On n'en parle pas beaucoup. L'État algérien est un État social. C'est inscrit dans le marbre, dans la déclaration du 1er novembre. Et ce caractère social de l'État qui remonte, qui remonte dans l'histoire, on trouve sa traduction dans la Constitution et dans les politiques publiques de l'État algérien. Ça se manifeste par d'importants transferts sociaux, par la construction de logements. On donne aux gens, à des gens, des logements à 2 millions de dinars, alors que sur le marché, ils valent au moins 20 millions. Justement, Zine, on ne dit pas, on dit en tout cas rarement, que le logement est subventionné par l'État. Le logement est subventionné. Vous payez, on dit les choses, à 100 millions, à 200 millions, un logement qui coûte 2 milliards sur le marché. Donc il faut quand même reconnaître que l'État fait des efforts. Alors, entre 2020 et 2025, l'État a mis sur la table à peu près 25 milliards de dollars pour dynamiser le secteur du logement, pour construire des logements en Algérie. Alors, on ne le dit pas suffisamment, durant cette période, c'est à peu près 2 millions de logements qui ont été construits. Pour être exact, 1,7 million de logements ont été distribués entre 2020 et 2025. Oui. Donc, 25 milliards de dollars, c'est énorme. Et parallèlement, il y a éradication des bidonvilles. L'État fait beaucoup de choses, donne beaucoup de choses gratuitement ou presque. Voilà, donc, ça compense effectivement ce pouvoir d'achat. C'est bien ça. Parce que quand le logement est subventionné... Et ça compense donc allègrement. On peut dire que ça n'existe pas d'ailleurs dans la région. Non, alors, j'ai fait un petit peu mes recherches avant de rejoindre l'émission. Alors, sans risque de me tromper, l'Algérie est le premier pays au monde, probablement le seul pays au monde, qui produit
autant ou qui fabrique autant de logements publics dans le monde. Il n'y a pas un pays dans le monde qui construit autant de logements publics. Et lorsque vous analysez, par exemple... C'est un choix, hein. C'est un choix de l'État. Non, c'est un justement. choix parce que... Alors, le choix, il peut s'expliquer de deux manières. Parce qu'on a d'abord un État social, donc qui doit se traduire par une justice sociale. C'est tant mieux, d'ailleurs. Et puis, n'oubliez pas, il y a eu, durant les années 80-90, une immense crise de logement. Je fais partie d'une génération où c'était... où l'idée de posséder un logement faisait partie du fantasme. C'était impossible. Le pays était en crise. Il y avait la décennie noire, le terrorisme, il n'y avait pas d'argent dans les caisses. Et donc rêver d'un logement revenait vraiment, c'était De la chimère. Du fantasme, de la chimère. Et puis les choses ont commencé à changer à partir des années 2000. Mais à partir de 2020, les chiffres sont là. Oui, ça s'est vraiment une accéléré. cadence Alors rattraper le beaucoup plus retard, soutenue. Absolument. c'est important. Et secondo, on a aussi une démographie qui est là, qui est importante, auquel il va falloir face. Donc l'effort qui est consenti aujourd'hui doit être poursuivi au moins sur plusieurs années. Justement, ça c'est M. Kambi qui Pour ne vous le pas dira parce que retomber. cette demande... Mais l'effort est là, il est important. Ça c'est incontestable. La demande, elle est exponentielle. Hein. Peut-être elle va au rythme d'ailleurs de cette démographie aussi, tout aussi exponentielle. Sami Kaidi, vous avez quelques chiffres à Oui, communiquer. la dynamique, elle est sans précédent et elle mérite d'être soulignée car entre 2020 et 2025, c'est pas moins de 2,1 millions de logements qui ont été construits. 395 000 seulement pour l'année 2025. Donc ça nous permet C'est une moyenne de 400 000. Voilà, tout à fait, d'avoir cette vision. Selon un rapport notamment de la période 2019-2023 du CNES, donc le Conseil national économique et social, sur la situation économique et sociale dans notre pays, le rapport révélait que entre 2019 et 2023, soit sur 4 ans, 45 000 logements précaires avaient été éradiqués. Donc on sent une dynamique qui est continue et qui se poursuit parce que sur l'année 2026, pour le 2026, c'est 180 000 logements qui vont être livrés, dont notamment 76 000 au titre, un peu plus de 76 000 au titre de l'aide pour le logement rural. Oui. Ce qui n'est pas rien, c'est une aide aussi qui a été revalorisée en 2025, passant somme toute de 700 000 dinars à 1 million de dinars pour les régions du nord du pays, les régions montagneuses du nord du pays. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique continue. On abordait aussi la question des subventions. Je suis tombé sur un tweet qui m'a particulièrement marqué sur les réseaux sociaux et sur la plateforme X, ex-Twitter, d'une citoyenne italienne, Roberta, qui était étonnée, qui ne savait pas que les logements en Algérie étaient subventionnés. Donc il y a toute cette politique extrêmement ambitieuse et qui est le fruit tant de notre ADN politique, avec la déclaration du 1er novembre 54, mais également les dernières orientations du président de la République, le président Tebboune, qui a mis comme priorité la dignité du citoyen algérien, notamment via l'accès du logement, ce qui a quand même permis de diminuer de façon conséquente l'âge moyen d'accès à un logement qui est de 30 ans. De 30 à 31 ans. 31 Donc ans. on voit bien que Ça, c'est quelque chose qui a changé, c'est bien mais ça. qui a changé et C'était pas le cas il y a quelques années. ce n'était pas le cas. Donc il y avait vraiment. Qu'est-ce que ça nous dit sur cette moyenne d'âge demandeuse dans ça dit que peut-être que je pose la question, est-ce que c'est le droit à l'accès au logement qui a été universalisé ou démocratisé à tel point que même les jeunes aujourd'hui peuvent prétendre, parce que 30 ans c'est encore la jeunesse, on est d'accord? Tout à fait. Donc ils peuvent prétendre et c'est que le nombre permet aussi à cette frange de la population qui était malheureusement des années durant privée par l'accès d'un logement social notamment, et bien là, cette frange-là qui est extrêmement importante, car c'est à cet âge-là qu'on fonde une famille, qu'on a de nombreuses perspectives, notamment sur le plan de l'emploi, etc. Et là, c'est extrêmement positif, c'est-à-dire que nos jeunes ont
ont maintenant un problème en moins et peuvent se concentrer sur d'autres priorités. Et c'est extrêmement salutaire, car même cela a poussé le chef de l'État à parler de fierté de l'Algérie en commentant cette dynamique qui caractérise notamment les performances du secteur de l'habitat. On va revenir justement et sur... très rapidement, c'est que pour accompagner cette dynamique, l'Algérie a très rapidement mis les petits plats dans les grands plats, en notamment construisant un nouveau ministère de l'Habitat qui a été inauguré cette semaine et un nouveau siège de l'ADL aussi, qui traduit aussi cette priorité. Oui, que cette dynamique va continuer à être soutenue de la même manière. Voilà. Monsieur Kaoubi, comparaison n'est pas raison, mais dans les grandes villes européennes, par exemple, le logement accessible, surtout par son prix à la location et encore plus à l'achat, est presque de l'ordre de l'impossible. Il y a une vraie crise de logement dans certains pays du vieux continent, dans presque l'ensemble d'ailleurs, selon le dernier rapport de l'OCDE. Comment expliquer que chez nous, le logement soit aussi abordable dans ces différentes formules, en dehors du fait de ce qu'on vient de dire, du caractère social de l'État, j'y arrive. Comment l'expliquer sur le plan économique? Parce que l'État a fait le choix d'injecter beaucoup d'argent, de gros budgets pour y parvenir, mais non sans une réflexion sur un retour d'investissement. La comparaison, vous l'avez très bien dit, n'est pas raison, parce qu'on est dans deux modèles complètement différents. Le modèle européen est basé sur une logique de marché, une logique privée en matière d'offres et des mécanismes privés aussi en matière donc, de financement, etc. Tout simplement, comparativement donc, au choix que l'Algérie a préconisé. Donc, a préconisé pour des raisons objectives. Il faut le dire que cette question de crise de logement ou de déséquilibre entre l'offre et la demande ne date pas d'hier, il date des années 70. Des années 70 où le parc immobilier était incapable de répondre à la demande pour... Mais ce déficit a été réparé Justement, j'arrive. Donc, d'autres facteurs ont compliqué la situation. Zine le disait, une démographie galopante, qu'il faut le rappeler, n'a pas été maîtrisée jusqu'au... Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, on est pratiquement à 1 million de naissances par an. Ce qui fait qu'en matière de besoin de logement, c'est énorme. Le choix de l'Algérie donc, a été ce caractère social de financer, c'est l'État, donc le trésor public, l'offre publique en matière de logement est pratiquement dominante comparée à l'offre privée, quand bien même cette offre privée a connu une augmentation depuis 2000, les années 2000. Mais l'offre privée et surtout l'offre publique et surtout connaît une différence entre le coût réel et le prix d'achat par le citoyen. Premier constat. Le deuxième, l'accès au logement par les mécanismes publics est pratiquement en propriété. Chose qui est pratiquement la particularité en Algérie. Dans d'autres pays, à 30 ans, on ne prétend pas à un logement en propriété. Donc c'est le marché locatif qui est sollicité. Donc je dirais que c'est un choix qui a ses avantages, certes, parce qu'on est rentré dans des logiques de rattrapage qui a dimension principalement sociale, mais aux répercussions économiques importantes. Le poids du logement dans le budget de l'État est important. Donc le problème, ce n'est pas le prix du logement, mais cette capacité de trouver des financements qui permettent d'accompagner dans la durée. Donc la question de soutenabilité de l'effort de financement se pose aujourd'hui, elle s'est posée dans les... Tout à fait, parce que c'est bien d'offrir du logement. Maintenant, il y a d'autres questions relatives à l'aménagement. Mais à un moment donné, M. Kaoubi, le parc immobilier va
va être autogéré quelque part, c'est-à-dire qu'il y aura une part pour le marché équilibre entre locatif. offre et demande. Oui, il y aura, on va atteindre cet équilibre, gommer ce déficit que nous avions dans les années 70. Si le logement est On ne peut pas continuer à construire éternellement. Mais il faut aller vers des formules. Il ne faudra pas s'arrêter. La formule de l'ADL a mis en premier cette question de marché locatif. Donc on n'a pas été jusqu'au bout avec des possibilités d'achat, etc. Donc, mais c'est surtout, il ne faut pas que l'État uniquement soit l'acteur principal en matière d'offres. Il faut que les logiques privées, y compris pour le marché locatif, soient permises. Mais pour cela, d'importantes réformes devraient être faites pour que l'offre soit durable. C'est très important. C'est la durabilité de l'offre, d'autant plus qu'on a une population qui croît. Vous l'avez très très bien dit tout à l'heure, parce que la population croît de façon géométrique, alors que l'offre en matière de logement ne peut croître que de manière arithmétique. La politique de logement ne peut pas se limiter uniquement à la politique de construction de logement. Moi, ce que j'ai constaté de bien, c'est qu'autour de cet effort étatique, une industrie de matériaux de construction est en train de naître. On va y venir. Ça, c'est bien. Parce que ça, voilà. justement, Deuxièmement, c'est un peu l'effort devrait être orienté positif. aussi sur des entreprises domestiques qui réalisent. On va y venir. Monsieur Torbi, restons d'abord, s'il vous plaît. Vous dites qu'à un moment donné, il faudra un peu que des financements privés soient inclus dans cette politique de logement chez nous. Mais est-ce qu'à ce moment-là, l'aspect ou la dimension sociale du logement chez nous, oui, ça coûtera plus cher forcément. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne sera pas obligé d'abandonner cette dimension sociale ? Moi, je ne vois pas de contradiction. Peut-être que c'est ma conviction doctrinale pour les logiques de marché qui le justifie, mais je ne vois pas d'opposition. Le segment marché social peut être conservé, mais on voit bien les résultats. Il ne faut pas... On voit bien les résultats en Europe, par exemple. Ce déficit de l'offre de logement, ce marché locatif extrêmement, presque inaccessible pour oui, mais le dysfonctionnement du marché dans certains pays européens ne justifie pas le tout social. Donc il y a un point d'équilibre, il y a un juste milieu pour lequel on doit y aller. C'est que d'encourager une offre privée, parce que les logiques privées doivent reprendre leur part. Le logement n'est pas social par définition. Il y a une partie qui est sociale, je suis entièrement d'accord. Oui, il y a juste... Pourquoi ? Parce qu'il y a un héritage de la période coloniale. Cette aspiration et ce déséquilibre ne doit pas nous laisser dans une logique de rattrapage éternel qui va vider de son sens la profondeur d'une politique qui doit toucher l'urbanisme, la cohérence et un aspect social important en matière d'amélioration de conditions et d'ajustement qui doit aller vers une cohérence entre les différentes formules. Je dirais qu'il y a un problème de soutenabilité qui est important, parce que l'État, quelle que soit la situation, ne peut pas éternellement faire de l'effort dans le tout social. La réalité est là. On a des logements sociaux qui sont sur le marché, qui sont acquis à 2 millions de dinars, mais qui sont proposés à 12 millions, 15 millions de dinars. Donc il ne faut pas que cette politique alimente une dualité des prix qui, en fin du compte, diminue ou réduit de tout l'effort de l'État. Je dirais que la question, la question est prise en charge par les pouvoirs publics en tous les cas. La diversification des formules ne pourra être enrichissante pour l'économie nationale, parce que c'est un gisement de croissance qu'on est en train de mettre à côté. Et là, il n'y a pas de contradiction, personnellement, entre la politique sociale et la diversification des formules financées par le privé, par le prix coûtant. Je ne vois pas où est la contradiction. Il faut maintenir le rôle de l'État, mais en allant vers des politiques ciblées et une amélioration de la qualité de logement réalisée aussi. Oui. Zine, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Alors, on a beaucoup parlé du caractère social de l'État et du logement comme levier de justice sociale, n'est-ce pas ? Mais le logement est aussi un levier de stabilité.
Alors là, on est dans autre chose. On est dans autre chose. On vient de le dire, il y a eu des retards qui se sont accumulés. Ça peut remonter même aux années 70. Le cinéma algérien a fait beaucoup de films sur la crise du logement. Et des films qui ont... à un moment donné, c'était un fantasme d'avoir un logement. Donc, et donc vous avez... Parfois même avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Avec beaucoup d'humour. Et donc vous avez des retards de 40 ans, de 30 ans. Et moi, je suis un peu d'accord avec la logique développée par Mahfoud Kaoubi, mais je pense que le retard n'est pas encore rattrapé. Et donc, c'est pour ça que l'État devra encore continuer à construire du logement et à distribuer des logements avec des prix soutenus. Justement, c'est une question d'abord de justice sociale, mais aussi de sécurité, de cohésion sociale et de sécurité nationale. Ça aussi, c'est important parce qu'il y a encore de la précarité dans certaines régions. La précarité, c'est se débarrasser des bidonvilles, et c'est d'assurer un toit raisonnable à des familles qui aujourd'hui peut-être n'en ont pas. C'est ça le. Et je pense que le président de la République est dans cet ordre d'idée. Et lorsque l'on analyse, par exemple, les 180 000 logements distribués le 5 juillet par le président de la République, on se rend compte que la part du lion n'est pas donnée à la location-vente. Il est donné, les logements distribués vont aux catégories les plus vulnérables de la société. Donc, on a beaucoup de logements pour le logement public locatif. Tout à fait, 42 500. Donc, c'est un parc, l'État, en fait, il reste propriétaire du logement. Donc, ce n'est pas une perte. Et ensuite, distribution d'aide à la construction de l'habitat rural. Exactement. 76 000. Alors là, il y a une autre, on ne donne plus de logement gratuitement. Oui. Soit il y a Maintenant, il faut agir sur les formules de la gestion post-livraison de logement. Vous parliez tout à l'heure donc de syndic, de décharge, de la... Gardiennage. Parce que le patrimoine, il ne faut pas uniquement le réaliser, il faut le maintenir et il faut réunir les conditions de vie. Donc, aller vers une citoyenneté, ça, c'est des choses très, très importantes. Alors l'État, actuellement, pense beaucoup plus aux couches les plus vulnérables de la société. Après, je suis d'accord avec Mohamed Kaoubi quand il dit que beaucoup de... Donc il y a déjà un ciblage. Oui, on le sent, c'est une analyse des chiffres. Subvention au logement. Il faut aller vers l'après. Parce que souvent, ce qui n'est pas admis par les acquéreurs ou les bénéficiaires de logement, c'est qu'un logement est donné gratuitement et ça donne lieu à des paiements de charges qui peuvent aller jusqu'à 3 000, 4 000 dinars. Donc vous voyez, il y a une part de citoyenneté, il faut le dire. Parce que l'État-providence, l'État qui paye tout, ça ne peut pas exister. Et même si ça existe, ça ne peut pas durer. Oui, et comme le dit Mahfoud Kaoubi, aujourd'hui le problème, c'est la gestion des sites. Vous avez l'État qui mobilise énormément d'argent pour construire des logements, pour créer des sites intégrés. Et après, vous avez les gens chargés de gérer les sites qui sont absents. C'est une autre problématique, effectivement. Qui laissent en panne un ascenseur d'une tour de ces étages, c'est pas normal. Par quelle entité elles doivent être, ces problématiques doivent être prises en charge? Par l'État, encore une fois, par les citoyens? Il faut une sensibilisation. Le citoyen, il ne se pose pas de questions. Il a une facture, il vous dit qu'il paye les charges. Alors, où vont les charges? Il y a des formules. Il y a des syndics, il y a des sociétés de gestion. Maintenant, comment faire payer les gens? Certains proposeraient à ce que les charges de gestion soient indexées dans la facture d'électricité, par exemple. Parce que ce n'est pas tout le monde qui adhère. Ce n'est pas tout le monde qui adhère. Donc là, c'est un aspect sociologique qui est important. Et puis, il faut rétablir l'autorité de l'État aussi par rapport au respect de la responsabilité des gens en matière de charges. Donc, une Algérie nouvelle passe nécessairement par un niveau de citoyenneté. L'État fait l'effort, mais il faut que ce n'est pas sous couvert de social uniquement. Le citoyen échappe à ses responsabilités en matière de maintien, et puis à la violation de l'espace public, les incivilités, le etc. vandalisme. Ça, c'est des choses importantes. Ça, c'est des fléaux qu'il faut combattre. Après, il y a... Un mot pour donner la parole à Samy. Samy. Non, mais allez-y, pour terminer là-dessus, parce qu'on va passer à notre il y a un aspect super important, et je pense qu'on gagnerait à l'aborder peut-être dans le cadre d'une autre émission. Aujourd'hui, à l'étranger, on a révolutionné aussi la construction de logements. Il y a de nouveaux matériaux qui permettent de faire des économies d'énergie, qui tiennent compte de l'environnement. Donc aujourd'hui, il serait intéressant que l'État algérien
prennent en ligne de compte les changements qui ont lieu dans le domaine de la construction. Aujourd'hui, quand on donne un logement, il est censé avoir une isolation phonique, énergétique, pour faire des économies d'énergie. Oui, là c'est toute la logique. Il y a de nouveaux la matériaux politique de transition énergétique qui va être il faut incluse. penser transition énergétique. Ouais. quand on Je construit. terminerai par un mot. Parce que notre ami Sami C'est que Kaidi le va logement s'impatienter. est un bien marchand financé par des logiques de solidarité. Il ne faut pas pervertir la chose et faire à ce que le logement soit bien qui n'est pas marchand Oui. et qu'on se perd après soit à trouver des financements durables, soit à maintenir les logiques de comportement des acquéreurs. Sami Kaidi, l'algérianisation de la réalisation des logements est aussi un tournant. Avant, on peut s'en souvenir, il y a quelques années, encore une fois, on comptait sur des entrepreneurs et des entreprises étrangères. C'est aussi un plus pour ces entreprises algériennes qui acquièrent désormais une expertise dans le BTP. Le BTP qui lui-même est devenu un secteur porteur, le deuxième après l'agriculture, M. Kaoubi, deuxième donc, pilier de l'économie nationale. Donc c'est une boucle ou voilà, un cercle vertueux qui est créé grâce à l'habitat. Tout à fait. Et si on se concentre un peu sur nos entreprises, il est assez plaisant de constater qu'elles ont aussi acquis cette expérience, notamment avec leur participation dans divers projets anciens avec les entreprises étrangères, etc. Et qu'aujourd'hui, elles mettent à profit leur savoir-faire qu'elles ont acquis au profit de construction 100% algérienne et avec d'autres éléments qui s'ajoutent à cela, car récemment, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville s'était satisfait de la construction d'ascenseurs Made in Algeria et qui allait être intégré à ces grands projets. Il faut également se satisfaire du fait que, on ne le dit pas assez, qu'il y a beaucoup de formules, donc des formules diversifiées en fonction du profil social des souscripteurs. Avant, M. Kaoubi parlait de ce lien qu'il y a entre les promoteurs privés et la construction, etc. On ne parle pas souvent de cette formule LPA, qui est le logement promotionnel aidé et qui permet d'avoir une aide directe de l'État de 700 000 dinars si on a un salaire qui est égal ou inférieur à 4 fois le SNMG, ou 400 000 dinars si on a un salaire qui équivaut à plus de 6 fois le SNMG, donc le salaire national minimum garanti. Et c'est une aide directe de la Caisse nationale du logement et qui permet d'acquérir un logement un logement neuf auprès de promoteurs privés. Donc ça c'est la CNL qui a été remplacée par la banque de l'habitat. Voilà. Donc ça c'est un acquis important. Et il y a d'autres formules, donc le LPL, donc le logement public locatif pour les franges les plus défavorisées de la société. Donc c'est des souscripteurs qui ont un salaire inférieur ou égal à 24 000 dinars par mois. Il y a la location-vente, l'ADL, qui permet finalement pour la classe moyenne d'obtenir un logement, notamment avec un prêt bonifié sur 25-35 ans. Il y a le LPP, le logement promotionnel public, dont un quota est réservé aux membres de la communauté nationale résidente à l'étranger. C'est pas moins de 2000 logements sur 24 wilayas, ce qui n'est pas rien. Et ça permet aussi pour les cadres algériens et pour les personnes qui ont un niveau de vie élevé, donc jusqu'à 540 000 dinars, c'est-à-dire un salaire qui va jusqu'à 540 000 dinars par mois, d'obtenir un logement à un tarif qui défie toute concurrence. Toutes les formules visent finalement toutes les franges de la société. Exactement, en fonction du profil social du souscripteur. Justement, le caractère d'équité sociale, il n'est pas que... et de justice sociale aussi. D'équité, justice sociale, il est extrêmement important parce que dans d'autres pays, encore une fois, on a fait des choix peut-être hasardeux dans ce domaine qui ont conduit à des ségrégations de l'espace
c'est bien ça, et à des failles sociales importantes. Souvenez-vous l'entretien accordé par le président de la République à la presse nationale, justement, où il était revenu sur les objectifs recherchés à travers justement la construction de logements. Alors, si je me souviens bien, il avait rappelé que, en fait, la société algérienne est une société qui sort d'une guerre de libération nationale, donc déchirée, traumatisée, etc. Il fallait démarrer de zéro. Il y a eu la crise des années 80, crise économique. Il y a eu la décennie noire. Ouais. Donc c'est une société qui est extrêmement éprouvée. On s'est retrouvé. Donc il y a cette tentative de reconstruction du tissu social. Il faut reconstruire cette société autour du logement. Autour du logement et d'une classe moyenne. Oui. Alors, sans la politique de logement menée par l'État depuis 62, mais en réalité depuis les années 2000, avec les prix du pétrole qui ont repris un peu de l'embonpoint, etc. Exact. Le baril était à 120 000. Il fallait donc réduire les poches de pauvreté. Il fallait recréer une couche moyenne capable aussi de porter après ce pays. On était face au risque de se retrouver avec une classe extrêmement pauvre, défavorisée, et une bourgeoisie, une aristocratie. Donc le logement a été un facteur finalement de... Ah oui, de rééquilibrage social. Ah oui, c'est important. Et je suis sûr que l'État continuera encore quelques années, s'il le faut, si les prix se maintiennent, si les conditions sont là, à financer le logement, parce que le logement est ce qui combat le plus aussi la misère et les inégalités. Quand on donne à un enfant qui vit dans les bidonvilles un logement, c'est lui donner la chance de gravir l'échelle sociale. Absolument. Un dernier mot. Ça consolide la classe moyenne. Et le dernier mot, si on se concentre sur le dernier pôle urbain qui a été inauguré, donc Ahmed Talb Ibrahimia Rahmania, on constate que ce n'est plus comme à l'époque, il n'y a plus des logements qui sont livrés simplement, mais c'est des logements intégrés, voilà, avec un siège de sûreté urbaine, urbain qui a été inauguré, donc Ahmed Talb Ibrahimia Rahmania. On constate que ce n'est plus comme à l'époque, il n'y a plus des logements qui sont livrés simplement, mais c'est des logements intégrés, voilà, avec un siège de sûreté urbaine, deux malls, donc centres commerciaux, une polyclinique et 528 locaux commerciaux et des établissements scolaires. Ça, c'est extrêmement important. Un dernier mot, Monsieur Kaoubi. On disait, il y a la dimension sociale, économique. Je voudrais revenir sur cette expertise dans le BTP que sont en train d'engranger les entreprises nationales. Est-ce que, comme dans d'autres secteurs, nous pourrions envisager de l'exporter, cette expertise, dans les pays africains? Pourquoi pas? Nous devenons nous-mêmes des promoteurs qui allons construire dans d'autres pays. C'est l'objectif. Au jour d'aujourd'hui, on doit rattraper le retard dans ce domaine d'activité parce que le logement est parmi les secteurs où les entreprises étrangères sont actuellement très présentes sur ce marché, alors que nous disposons d'une population jeune qui peut être employée dans ce segment d'activité. C'est des métiers qu'il faut développer. Je salue l'initiative de Madame la ministre de la formation professionnelle qui a lancé justement une initiative de formation dans les métiers de l'habitat. Et puis, je parlais de connexion avec les logiques de marché. On a besoin d'entreprises leaders d'une grande taille qui investissent dans le domaine de la réalisation. Que ce soit des entreprises publiques qui peuvent revenir. Donc, on a vu des expériences dans le domaine. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas Mais pour certaines. Le marché est tellement important qu'on doit aller avec beaucoup plus d'ambition et puis employer nos jeunes qui, le taux de chômage est à plus de 11%, on a une possibilité d'augmenter notre produit intérieur brut, notre taux d'intégration dans le domaine de la construction et de l'habitat, qui, il faut le rappeler, est un secteur qui a des effets d'entraînement. Au jour d'aujourd'hui, en matière d'intrants, on a un bon taux de couverture. Les matériaux sont algériens. Donc, que ce soit les aciers, que ce soit les revêtements, et même en termes etc. d'équipement, c'est-à-dire que tout ce qui est engin et mécanique... Maintenant, c'est de la force de travail et de l'organisation dont nous avons besoin dans l'avenir. Un mot, fini. Donc le défi, c'est de construire vite, beaucoup et bien.
Et algérien. Quand le logement Bon. va, Le célèbre adage finalement s'applique à quand le BTP va bien, tout va bien. Tout va C'est bien. un jargon. Voilà. Quand le bâtiment marche, tout marche. Merci beaucoup, messieurs. Merci de nous avoir offert donc, cette analyse sur ce secteur stratégique. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Très bonne suite des programmes. Au revoir.